Le Pléistocène, ou mieux connu comme l'ère glaciaire, fut l'une des périodes les plus extrêmes et fascinantes de l'histoire de notre planète. De vastes calottes de glace avançaient et reculaient sur des continents entiers. Les mers s'abaissaient de centaines de mètres et de vastes régions se transformaient en toundra, steppes glacées et forêts ouvertes, où la survie n'était pas un droit. C'était une conquête quotidienne. Nous parlons d'une loi sauvage qui régnait depuis les immenses plaines, zones glaciaires et forêts qui unissaient l'Europe et l'Asie dans un océan de pâturage gelé. Ce décor colossal donna naissance à une ère de géants, tant parmi les proies que parmi les prédateurs. Des félins aux crocs impossibles, des ours dépassant toute référence moderne, des oiseaux de proie capables d'abattre des proies plus grandes qu'eux-mêmes, et de colossaux chasseurs abyssaux se disputaient la domination d'un monde où la force, la vitesse et la stratégie faisaient la différence entre survivre ou s'éteindre. Aujourd'hui, nous te présentons 15 des prédateurs les plus létaux de l'âge arctique, qui ciblent qu'ils aient directement rivalisé avec nos ancêtres pour leur place dans le monde. Aigle de hache, énorme proie. Sur le territoire de la primitive Nouvelle-Zélande, on trouve un excellent exemple de cette dynamique avec un oiseau chasseur dont la proie préférée était constituée d'oiseaux terrestres doublant facilement sa taille. Il s'agit d'un oiseau capable de plonger depuis le ciel à plus de 80 km par seconde, de capturer ses proies et de disparaître à l'horizon, ne laissant comme seul indice que le cri désespéré de ses victimes. Ce grand prédateur est connu sous le nom d'aigle de Haast. Ses ailes étaient relativement courtes pour sa taille, mais leur structure était renforcée par de puissants muscles de vol et des pattes robustes qui lui apportaient stabilité lors de l'attaque. L'envergure du Hieraetus atteignait entre 2,6 et 3 mètres, tandis que le poids variait entre 15 et 17 kg, les femelles étant légèrement plus grandes que les mâles. Si l'on devait choisir un sujet de comparaison approprié, son échelle le rendait 30 à 40% plus grand que l'aigle harpiste moderne. Sa queue complétait sa configuration. Atteignant jusqu'à un demi-mètre de longueur, elle l'aidait à maintenir l'équilibre lors de manœuvres rapides dans des espaces boisés. Son bec était un outil aussi précis que ses serres. En fait, son crâne ressemblait à celui d'un vautour, tandis que certaines caractéristiques rappelaient le condor des Andes. Ces adaptations permettaient de pénétrer les tissus et d'accéder aux organes internes des grandes proies ou des cadavres. D'autre part, ses serres étaient courbées et pointues, conçues pour supporter des tensions très élevées sans se casser. La force combinée des serres et du bec permettait de maîtriser et de tuer rapidement et efficacement ses proies. Tout cela prend sens si l'on considère que sa proie préférée était le moa géant, un oiseau terrestre pouvant mesurer 3 mètres et peser environ 200 kg. De plus, étant donné que ses ailes n'étaient pas très grandes, probablement en raison de la chasse et du charognage dans les zones boisées, sa longue queue lui apportait la sustentation supplémentaire nécessaire pour chasser activement. En matière de chasse, ce prédateur utilisait une stratégie simple et efficace, se précipiter sur sa victime à la vitesse maximale possible. Les chercheurs ont calculé que sa vitesse en piqué de 80 km par seconde pouvait s'apparenter à celle d'un bloc de béton tombant avec pour seul objectif
de tuer. Et compte tenu de la proéminence de ces cerfs, les scientifiques ont théorisé que sa tactique principale consistait à maîtriser avec une patte et à poignarder avec l'autre, ainsi qu'avec son bec acéré. Malheureusement, on ne connaît pas beaucoup d'autres comportements qu'il aurait eus, mais les chercheurs pensent que ses habitudes étaient principalement liées à la chasse et au charognage. Après tout, le haste n'avait pas de prédateur naturel, ce qui n'a forcé chez cette espèce aucune adaptation spéciale ou habitude de préservation. Sa vue était assez mauvaise comparée à celle des aigles modernes, et elle manquait également de certaines capacités olfactives typiques des vautours. Chez toute autre espèce d'aigle, une adaptation médiocre aurait été la cause de son déclin. Mais le Hieraetus morei a pu survivre presque jusqu'à nos jours. La clé de cela est son isolement dans un environnement naturel, sans grands changements écologiques, comme l'étaient les archipels de Nouvelle-Zélande. Les moas géants étaient essentiellement du bétail pour les aigles, qui occupaient le même créneau que les prédateurs apex de leur biome. Une étude a estimé que la population totale de l'aigle de Haast pouvait atteindre 3000 à 4500 couples reproducteurs. Cependant, cela changea vers l'an 1200, avec l'arrivée des navigateurs polynésiens. La chasse intensive des oiseaux terrestres par les humains a radicalement modifié l'écosystème. Avec la disparition de leur principale proie, l'aigle de Haast ne perdit pas seulement sa source de nourriture, mais fut également chassé à son tour. Cette série d'événements conduisit à l'extinction de l'espèce vers l'an 1400, presque au même rythme que les moas. Hibou géant de Cuba, ou Ornimegalonyx otheroi. Dans la Cuba du Pléistocène, la nuit n'était pas un espace vide, mais un territoire dominé par un chasseur précis et constant. À travers les forêts, les savanes et les zones rocheuses de l'île, un oiseau de grande taille parcourait le paysage en volant bas, silencieusement et attentif à tout mouvement au sol. Son activité commençait au coucher du soleil et se prolongeait pendant des heures, utilisant l'obscurité comme allié pour surprendre ses proies. Il s'agissait d'un hibou gigantesque avec de longues pattes, un corps robuste et des serres conçues pour immobiliser de grands animaux. Ce prédateur nocturne, unique en son genre dans les Caraïbes de l'âge de glace, était l'Ornimegalonyx otheroi, le plus grand hibou connu. Sa taille rompait avec l'image traditionnelle d'un hibou. Il atteignait environ 1,10 m de hauteur et pouvait peser près de 30 kilos, les femelles étant plus grandes que les mâles. Il possédait de longues pattes, un corps robuste et probablement une courte queue. En proportion, il rappelle le petit hibou terricole moderne, une espèce très liée au sol. Cependant, la comparaison s'arrête là. Le hibou cubain était beaucoup plus corpulent et sa taille le plaçait au-dessus de nombreuses jeunes des méga-herbivores de son environnement, qui finiraient dans son régime alimentaire. Ses ailes étaient relativement courtes, ce qui suggère qu'il n'était pas conçu pour parcourir de longues distances en vol. Son vol aurait été plutôt bref et bas, adapté aux espaces boisés. Certains spécialistes avancent que l'Ornimegalonyx planait entre les arbres, tandis que d'autres considèrent qu'il dépendait davantage du déplacement terrestre. Ses longues pattes et sa constitution robuste soutiennent cette idée. De plus, la quille du sternum était réduite, une structure clé pour ancrer les muscles du vol chez les oiseaux pleinement volants. Cela indique que, comme une dinde sauvage moderne,
il ne prenait probablement son envol que lorsque nécessaire pour attaquer ou fuir. Volant ou non, la létalité de ces cerfs était impossible à ignorer pour tout mammifère terrestre qui le rencontrait face à face. On sait que celle-ci constituait son principal moyen de maîtriser et d'abattre ses victimes. Ces restes fossiles ne montrent pas qu'il ait eu des comportements de charognard comme les vautours, et il n'a donc pas développé de bec adapté pour éventrer ou extraire efficacement les entrailles. La stratégie devait être la même que celle de ses homologues vivants. Une technique de saut et d'embuscade depuis des perchoirs élevés, ailes déployées juste avant d'atteindre la proie. Avec son poids et ses serres puissantes, il pouvait écraser et infliger des blessures létales à presque tout herbivore, avant qu'il ne puisse se défendre ou fuir. Bien que de nombreux fossiles aient été découverts dans des grottes, il n'est pas certain qu'ils y aient eu recours régulièrement, ni qu'ils partageaient leurs habitudes de chasse avec d'autres membres de leur espèce, à l'exception des groupes familiaux de femelles et de jeunes. Il est très probable qu'ils étaient des prédateurs solitaires et des proies récurrentes pour d'autres carnivores. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que leur régime était varié, basé sur des méga-herbivores de toute taille. Les chercheurs ont établi que parmi leurs proies figuraient Capromys, Geocapromys et Macrocapromys, des rongeurs de la taille d'un canidé. Et, plus impressionnant encore, ils pouvaient inclure dans leur menu des paresseux terrestres, certains de la taille d'ours américains. Bien qu'il ait accompli des exploits impressionnants, le changement climatique lié à la fonte des glaces et l'apparition de l'homme primitif sur son territoire conduisirent l'Ornimégalonyx à son extinction il y a environ 8 à 10 000 ans. Condor géant du Pléistocène, ou Gymnogyps en plus. Depuis une grande hauteur, le condor géant descendait lentement, guidé par la vue et l'odorat, à la recherche d'une opportunité parmi les restes de la mégafaune qui dominait le paysage. Sa présence annonçait qu'à un moment donné, la mort avait déjà fait son œuvre. Après tout, il s'agit de l'un des plus grands charognards aériens de l'histoire de l'Amérique. Il est important de préciser que, aussi sinistre que puisse paraître la description de ce vautour colossal, il jouait un rôle clé dans le nettoyage de l'écosystème et le recyclage des nutriments. Le Gymnogyps en plus pouvait s'imposer au banquet de l'âge de glace comme le plus grand vautour connu du Pléistocène. La structure de son squelette confirme cette vocation. En tant que membre de la famille des Cathartidae, il possédait de longues ailes larges, conçues pour planer efficacement pendant des heures. Comme les condors actuels, il avait probablement la tête et le cou majoritairement nus, une adaptation facilitant l'hygiène lorsqu'il introduisait sa tête dans des cavités corporelles en décomposition. L'ossature favorisait non seulement le vol prolongé, mais aussi une locomotion stable au sol, lorsqu'il se déplaçait autour des cadavres à consommer. Les estimations basées sur des restes fossiles indiquent une envergure pouvant dépasser 3 mètres et un poids oscillant entre 15 et un peu plus de 20 kilos. En termes comparatifs, il surpassait largement le condor de Californie moderne, étant environ un tiers plus grand. Cette différence n'était pas un simple excès d'échelle. Elle lui permettait de manipuler et de déchirer les tissus d'animaux colossaux sans dépendre d'autres charognards. Ses pattes et son bec, bien que létaux en pratique, en raison de leur grande taille, n'avaient pas pour but de tuer,
mais de dépouiller et arracher la chair des animaux avec aisance. Les découvertes dans d'anciens nids du Grand Canyon offrent des indices concrets sur son régime alimentaire. Dans ces dépôts, on a trouvé des fragments osseux de mammouths, chevaux, bouquetins et même des restes de condors. Beaucoup de ces os présentent des traces d'avoir traversé un système digestif très acide. Cela correspond aux vautours actuels d'Amérique, dont l'estomac contient un pH extrêmement bas, les sucs gastriques les plus corrosifs connus chez les oiseaux. Cette acidité facilitait non seulement la digestion des fragments osseux, mais neutralisait aussi les pathogènes présents dans la chair en décomposition. Sa stratégie de recherche combinait probablement une vue perçante et des patrouilles à grande hauteur sur de vastes étendues ouvertes. La large distribution des fossiles dans l'ouest de l'Amérique du Nord suggère qu'il parcourait de longues distances en profitant des courants ascendants. De là, il détectait les cadavres, soit par des signaux visuels directs, soit par l'activité d'autres charognards au sol. Il existe également des indices que, bien que son régime se concentrait sur les herbes du Grand Canyon, montre des zones de nidification sur des surplombs rocheux et dans des grottes, avec des substrats profonds indiquant une utilisation répétée sur plusieurs générations. Cela suggère des couples monogames revenant au même site année après année. L'accumulation de restes alimentaires dans ces nids révèle non seulement leur régime, mais aussi une fidélité territoriale prolongée. Les derniers enregistrements du gymnogypse, en plus, datent d'il y a 10 à 9 000 ans. Certains restes proviennent des puits de goudron de Rancho La Brea, en Californie, et sont postérieurs à la disparition de plusieurs espèces de mégafaune. Il est possible que sa condition de charognard lui ait donné un certain avantage face à l'extinction immédiate, ne dépendant pas d'une seule proie vivante et n'étant pas la cible directe d'une chasse intensive. Il a pu survivre plus longtemps que d'autres géants du Pléistocène. Aigle géant d'Australie ou Dynatoaetus gaffae. Dans la Tasmanie du Pléistocène, le vent parcourait les plaines ouvertes et les pentes montagneuses sans rencontrer trop d'obstacles. Là, porté par des rafales ascendantes depuis les vallées, une large silhouette dessinait lentement des cercles tout en scrutant le sol avec attention. Contrairement au condor, elle ne recherchait pas des restes, mais des mouvements vivants à chasser. Cette figure dominante était le Dynatoaetus gaffae. Contrairement à d'autres rapaces géants adaptés aux environnements forestiers, sa morphologie favorisait les espaces ouverts. Il était plus grand et plus robuste que l'aigle audacieux actuel, et sa combinaison d'ailes larges et d'un corps compact en faisait un prédateur spécialisé des plaines. Les estimations fossiles indiquent une envergure proche de 3 mètres et un poids pouvant varier entre 12 et 18 kilos. Avec ces proportions, il se situait parmi les plus grands oiseaux de proie connus, non seulement d'Australie, mais du monde entier. L'analyse de ces restes révèle une anatomie pensée pour la force. Le sternum et les os de l'aile présentent de larges surfaces pour l'insertion musculaire, suggérant une musculature puissante, capable de soutenir des descentes rapides et contrôlées. Comparé à d'autres planeurs extrêmes qui privilégient de longues ailes étroites pour parcourir de grandes distances, le Dynatoaetus possédait des ailes relativement courtes et larges. Cette configuration sacrifie une certaine efficacité sur de longs trajets, mais augmente sa puissance et le contrôle lors de manœuvres brusques.
En d'autres termes, il était mieux équipé pour attaquer que pour vagabonder indéfiniment. Les pattes confirment cette lecture. Elles étaient robustes, comparables en proportion à celles de grands aigles modernes, comme l'aigle des Philippines, mais à une échelle plus grande. Les cerfs, estimés à environ 30 cm selon leur courbure, n'étaient beau pas conçus pour saisir de petites proies, mais pour pénétrer et s'accrocher à des corps volumineux. Cela suggère que la sélection naturelle l'avait orienté vers la chasse de grandes proies, parfois beaucoup plus lourdes que lui. Si l'on devait imaginer un parallèle réaliste, ce prédateur apex serait l'équivalent d'un lion dans les cieux australiens. Les hypothèses concernant son régime s'accordent également avec ce profil. Dans l'Australie, Pléistocène habitaient des marsupiaux de grande taille, y compris les kangourous géants à face courte et l'imposant Diprotodon. Il est probable que le Dynatoaetus se concentrait sur des individus jeunes, malades ou temporairement isolés. Face à ses proies, son processus de chasse était simple: descendre d'une grande hauteur pour frapper d'un seul coup en utilisant la vitesse, le poids de son corps et la puissance de ses serres. Le coup initial servait non seulement à capturer, mais aussi à déstabiliser complètement une proie plusieurs fois plus lourde. Dans le meilleur des cas, il pouvait fracturer des os et provoquer un effondrement immédiat. C'est alors qu'il commençait à se nourrir de sa proie, vivante ou non. Peu de certitudes existent sur son comportement social. Aucune colonie ni concentration n'a été trouvée suggérant une vie en groupe, si bien qu'on en déduit un style solitaire et territorial, surtout face à des rapaces de plus petite taille. Ses habitudes de nidification ne sont pas non plus précisément connues. Cependant, par analogie avec des espèces modernes du genre Aquila, il est raisonnable d'imaginer des nids dans des arbres robustes ou sur des surplombs rocheux, situés à des points stratégiques offrant une bonne visibilité de l'environnement. Et comme tout mégaprédateur, le destin du Dynatoaetus gaffa fut lié à celui de la mégafaune australienne. Les archives fossiles situent ces dernières apparitions entre 65 000 et 40 000 ans, un intervalle correspondant à la disparition de grands herbivores comme le Diprotodon. À mesure que ces proies s'éteignaient, que ce soit en raison de changements climatiques, de la pression humaine ou d'une combinaison de facteurs, la subsistance du grand aigle se réduisit jusqu'à devenir insoutenable. Cigogne géante d'Amérique ou Ciconia lidekeri. Tous les grands prédateurs ne sont pas des bêtes assoiffées de sang, thèse que la Ciconia lidekeri défend lors de son passage à la dure ère glaciaire. Dans les vastes plaines et zones humides du Pléistocène, où des rivières en crue et des prairies ouvertes rythmaient le paysage, sa silhouette haute et élancée parcourait le terrain. Chaque déplacement était mesuré, et chaque pause constituait une opportunité de chasse. La cigogne géante d'Amérique utilisait ses longues pattes, son cou et son bec pour capturer des proies de taille considérable. Sa stratégie combinait patience, observation et attaque rapide, lui permettant de chasser de gros poissons, amphibiens, reptiles et petits mammifères. Sa silhouette, plus haute que celle de nombreuses personnes actuelles, dominait les berges des lagunes et estuaires. Les estimations basées sur les fossiles indiquent qu'elle dépassait clairement en taille les cigognes modernes. Un fait révélateur est la largeur distale du tarsométatarse, environ 45% plus grande
que chez les espèces vivantes du genre Ciconia. Cette différence n'est pas négligeable, car elle implique des pattes plus longues et résistantes, capables de supporter parfaitement son poids sur des terrains meubles ou inondés. Bien sûr, sa constitution n'était pas aussi robuste que celle des oiseaux spécialisés dans la capture par force brute. Les axes de son tibia et de son fémur présentent des contours plus étroits et moins massifs que ceux des grands rapaces. Cela suggère qu'au lieu de fondre depuis le ciel avec un impact dévastateur, Ciconia lidekeri était adapté au vadage prolongé et à la capture avec peu de mouvement. Quant à son aspect externe, il est raisonnable de l'imaginer similaire aux cigognes actuelles. Elle présentait probablement un plumage clair sur le corps et des plumes de vol sombres, avec de possibles reflets irisés sur les ailes, très communs au genre. Aucune preuve claire de dimorphisme sexuel marqué n'existe, si bien que mâles et femelles étaient très semblables en taille et apparence. La principale différence par rapport à ses parents vivants résidait dans l'échelle. La voir dressée sur la rive équivaudrait à rencontrer une cigogne capable de regarder de nombreux mégaherbivores presque à hauteur des yeux. Son régime reflétait la diversité des écosystèmes de zones humides pléistocènes. Elle partageait son environnement avec des rongeurs semi-aquatiques comme Myocastor coipus et Holochilus brasiliensis, ainsi qu'avec de gros poissons, des amphibiens volumineux et des reptiles moyens. Depuis sa position élevée, elle pouvait détecter vibrations ou mouvements sous la surface trouble. Son long cou flexible intervenait alors comme un mécanisme à ressort, lui permettant en une fraction de seconde de lancer son bec vers l'avant et de capturer la proie avant qu'elle ne réagisse. De plus, ses longues pattes lui permettaient non seulement de rester stable dans les eaux peu profondes, mais aussi de progresser rapidement sur la terre ferme. Si un petit mammifère tentait de fuir dans la végétation riveraine, la cigogne pouvait le poursuivre de grandes enjambées jusqu'à le coincer. Cette combinaison de patience, hauteur et vitesse ponctuelle faisait de Ciconia lidekeri un prédateur efficace sans recourir à la violence spectaculaire associée à d'autres géants du Pléistocène. En dehors de sa capacité de prédation, on suppose qu'elle nichait dans des arbres proches de plans d'eau, comme le font de nombreuses cigognes actuelles. La large distribution de ces fossiles à travers l'Amérique indique qu'elle possédait une bonne capacité de vol, suffisante pour se déplacer entre zones humides saisonnières lorsque les conditions changeaient. Sa disparition se situe vers la fin du Pléistocène ou au début de l'Holocène. Les changements climatiques ont modifié les régimes de pluie et l'étendue des zones humides, tandis que la transformation des communautés animales affectait la disponibilité des proies. À cela s'ajouta probablement l'expansion humaine sur le continent. Bien qu'aucune cause définitive ne soit confirmée, la combinaison des variations environnementales et de la pression écologique suffit à expliquer la disparition de ce prédateur pacifique. Orque primitive géante ou Orchinus paleorca. Les colosses du Pléistocène ne se sont pas limités à marquer la Terre. Il y eut aussi des géants parcourant lacs, rivières et mers. Dans ces territoires, de grands prédateurs, comme l'orque primitive géante, développaient des corps hydrodynamiques, des mâchoires puissantes et des sens hautement développés pour chasser et survivre. Cette espèce aide à comprendre comment s'est consolidé le lignage des orques modernes.
Dans une période marquée par des fluctuations climatiques et des changements dans les écosystèmes marins, la Paléorca faisait partie des cétacés occupant des positions élevées dans la chaîne alimentaire, préfigurant la domination que le genre Orcinus exerce aujourd'hui dans les océans. Malheureusement, les estimations de sa taille ne sont pas nécessairement prudentes. Les restes disponibles, provenant surtout de la péninsule de Bozo au Japon, sont des dents et des fragments crâniens. Comparés à l'orque moderne, on estime que les femelles adultes mesuraient entre 5 et près de 8 mètres, tandis que les mâles atteignaient peut-être près de 10 mètres. Ces chiffres le placent dans une fourchette comparable aux plus grandes orques actuelles. Ses dents seraient similaires à celles des espèces modernes en taille et robustesse, suggérant une capacité de morsure équivalente, voire supérieure, proportionnellement au crâne. Autre détail important, sa morphologie dentaire offre des indices sur son régime. Les couronnes relativement étroites favorisent la concentration de pression au point de contact, facilitant la lacération de la chair et la pénétration des tissus résistants. On pense que ce design visait à traverser le cartilage et les os, broyant les proies à chaque morsure. Pire encore, si la stratégie de chasse en groupe des orques actuels est héritée de la Paléorca, on parle de dizaines de crocs prêts à déchiqueter toute la mégafaune marine. Dans les mêmes dépôts fossiles apparaissent des restes de cétacés dentés, pinnipèdes, siréniens et même d'ancêtres du grand requin blanc. Bien qu'aucune preuve directe ne montre qu'ils constituaient toutes des proies habituelles, le contexte écologique suggère qu'elles cohabitaient avec une mégafaune marine diverse. L'absence de prédateurs supérieurs la place parmi les principaux régulateurs de l'écosystème. Plus que de se contenter de restes, il est probable qu'elle disputait activement les ressources avec d'autres grands carnivores marins. Malheureusement, on ignore également si elle maintenait une structure sociale de groupe, comme chez les orques modernes. Si c'était le cas, la femelle la plus âgée et expérimentée, matriarche et responsable des jeunes, guidait la chasse. Certains experts écartent l'idée d'un groupe, car les orques modernes ont développé une capacité migratoire qui ne semble pas appartenir aux habitudes de la Paléorca. Cependant, le registre fossile de cette espèce se limite au Pléistocène moyen du Japon, et il n'existe pas de rapport fiable dans des strates plus récentes. Cela suggère que sa lignée particulière a disparu avant la fin de l'ère glaciaire. Des changements dans les courants océaniques, des variations de température de l'eau et des transformations dans la distribution des proies ont pu perturber l'équilibre soutenant ce grand cétacé. Lorsque les ressources principales diminuent ou migrent, même un prédateur de plusieurs mètres devient vulnérable. Morse géante ou Ontocetus. Dans les mers tempérées et subtropicales du Pléistocène, nageait un mammifère évoquant, du moins en apparence, les célèbres dents de sabre terrestres. Il ne se déplaçait pas avec l'agilité d'un félin et n'avait pas besoin d'embuscades sur terre ferme. Son terrain était l'eau côtière, où la visibilité changeait avec les courants, et le fond marin offrait refuge aux poissons et mollusques. Là, Ontocetus imposait sa présence, la fameuse morse géante. Les estimations indiquent qu'il pouvait mesurer entre 4 et 5 mètres de long et atteindre un poids proche de 800 voire 1000 kg. Comparé aux morses actuelles, il aurait été au moins un 5e plus grand, bien que sa masse exacte reste discutée
à cause du caractère fragmentaire des fossiles. Son trait le plus marquant était ses défenses incurvées, mesurant de un peu plus de 30 à presque 50 cm. Bien qu'un peu plus courtes que celles de certaines morses modernes, elles se distinguaient par leur robustesse et épaisseur, suggérant une résistance remarquable face aux impacts ou affrontements. Le corps d'Ontocetus était allongé et musclé. Les nageoires antérieures, longues et palmées, servaient de rames puissantes, capables de générer des impulsions brèves, mais vigoureuses. Les nageoires postérieures apportaient stabilité et direction, affinant chaque virage dans des eaux peu profondes. Cette combinaison favorisait non seulement la capture de proies, mais aussi la défense active des territoires de reproduction en zone côtière. Le crâne révèle une autre facette essentielle de sa biologie. Il était robuste avec de larges mâchoires, capables de s'ouvrir avec force et de saisir fermement les proies. Les dents antérieures, cocales. En termes simples, cela permettait à la langue de fonctionner comme un piston, se déplaçant avant-arrière pour créer une succion. Ainsi, il pouvait extraire des proies du fond marin, aspirer des organismes cachés dans les sédiments et se nourrir d'autres proies, à l'instar de certains mammifères marins actuels. Bien que les morses modernes soient surtout associées à la consommation de palourdes, Ontocetus semble avoir eu un régime plus varié, incluant poissons et calmars comme composants réguliers. Lorsqu'ils détectaient, outre leur fonction dissuasive vis-à-vis des rivaux, elles pouvaient servir de signal visuel dans des contextes reproductifs. Leur moindre longueur relative, combinée à une plus grande épaisseur, les rendait également aptes à infliger des blessures graves lors de confrontations directes. Elles pouvaient tout autant servir de support pour l'alimentation par succion, stabilisant la position du corps par rapport au fond marin. La disparition d'Ontocetus se situe vers la fin du Pléistocène. Les changements dans les courants océaniques et le refroidissement global ont modifié la répartition des habitats côtiers et de leurs proies. L'expansion des calottes glaciaires et la modification des plateaux peu profonds ont réduit des zones clés pour l'alimentation et la reproduction, privées de ces espaces stratégiques. Même un pinnipède de 5 mètres fut exposé à un déclin irréversible. Quinkana. Les grands prédateurs ne se limitaient pas aux vastes étendues océaniques. Même les plus petites rivières de l'ère glaciaire pouvaient cacher de véritables monstres. Le Quinkana était ce secret redoutable que la mégafaune imprudente découvrait en approchant des rivières de l'Australie primitive. En cohérence avec des bêtes comme la mégalania et le lion marsupial, ce crocodile était un prédateur maximal, pouvant inclure dans son régime pratiquement tous les animaux. L'absence de squelette complet empêche de déterminer sa taille exacte, mais la plupart des estimations le situent à au moins 6 mètres de long. Son poids, calculé de manière conservatrice, tournerait autour de 200 kilos, bien que certains chercheurs considèrent qu'il pourrait être plus élevé. Plus révélatrice que la taille et son anatomie, le crâne était haut et profond, très différent du museau aplati des crocodiles modernes. Cela a permis de théoriser une morsure orientée vers la coupe et non seulement la capture. Les membres apportent une autre pièce clé. On pense qu'ils étaient plus robustes et relativement plus longs que ceux des crocodiles actuels, en particulier les postérieurs. La morphologie de la queue, plus rigide,
semble adapté à maintenir l'équilibre lors de déplacements rapides sur Terre. Ensemble, ces traits indiquent un animal aux capacités terrestres développées. Il ne s'agissait pas simplement d'un embusqué aquatique sortant occasionnellement sur la rive, mais d'un prédateur capable de poursuivre des proies en panique sur la surface. La dentition confirme cette interprétation. Le Quinkana possédait des dents hyphodontes, comprimées latéralement et dentelées sur les bords antérieurs et postérieurs. Plutôt que d'écraser, elles étaient conçues pour couper et déchirer. Les proportions de la section transversale, plus longues que larges, et la densité des denticules le long des marges renforcent l'idée d'une spécialisation pour infliger des blessures profondes et saignantes. Ce type de dentition apparaît chez d'autres crocodiliformes terrestres et représente une convergence vers des stratégies de prédation plus actives. Sa méthode de chasse différait du classique attraper et noyer, associé aux crocodiles actuels. Plutôt que de traîner sa proie dans l'eau pour l'asphyxier, il pouvait infliger des morsures tranchantes destinées à l'affaiblir rapidement. Sur les grands animaux, une blessure grave pouvait provoquer des hémorragies importantes, même si la victime parvenait à fuir initialement. Cette tactique est cohérente dans un environnement où la mégafaune était abondante. Parmi ces proies possibles figuraient des animaux comme le Diprotodon optatum, le plus grand marsupial connu, ainsi que des kangourous géants à face courte, des tortues et de grands oiseaux. Il est important de noter qu'il partageait son écosystème et ses proies avec d'autres prédateurs redoutables, tels que le lion marsupial et de grands varans. Bien qu'aucune preuve directe d'affrontement entre eux n'existe, il est raisonnable de supposer une concurrence pour les ressources et le territoire. Cependant, sa capacité à alterner entre milieux aquatiques et terrestres lui conférait un avantage stratégique, réduisant sa dépendance à un seul type d'habitat de chasse. On estime que son règne de terreur a commencé à décliner au Pléistocène tardif en raison du brutal changement climatique. La disparition progressive de la mégafaune réduisit la disponibilité des grandes proies et la modification des habitats fluviaux put affecter ces zones de reproduction et de chasse. Avec la disparition des géants herbivores et la reconfiguration des écosystèmes australiens, ce crocodile terrestre perdit le contexte qui avait favorisé sa spécialisation. Sans grand corps à poursuivre, ni rive stable à dominer, tout ce que Quinkana put faire fut de disparaître. Crocodile de Madagascar, Uvoe robustus. La Quinkana n'a pas été le seul hypercarnivore reptilien à faire trembler les herbivores s'approchant assoiffés d'une source d'eau. Dans la Madagascar primitive et inhospitalière, un autre crocodile robuste occupait les eaux peu profondes et les rives boueuses. Il restait immobile pendant des heures, les yeux et les narines à peine visibles à la surface, jusqu'au moment de chasser. L'extinct Voey a démontré qu'il n'est pas nécessaire d'être un géant pour être un prédateur efficace. Avec une longueur estimée proche de 5 mètres et un poids d'environ 170 kilos, il n'était pas le plus grand crocodile de son époque, mais l'un des plus particuliers. Son crâne présentait une caractéristique qui le distinguait clairement des crocodiles actuels: des projections osseuses en forme de cornes. Outre ce trait distinctif du genre Voey, son visage était plus court et large que celui du crocodile du Nil, lui donnant un profil plus compact et massif.
l'architecture crânienne renforce cette impression. Les mâchoires étaient profondes et supportaient un museau large avec un palais voûté, configuration augmentant la résistance structurelle face aux tensions de torsion et de pression. Fonctionnellement, cela suggère une morsure puissante et soutenue, adaptée à retenir des proies qui luttent. La dentition, robuste et solidement implantée, complète le portrait d'un animal préparé à saisir fermement avant de déchirer, contrairement au sanguinaire Quankana. Son régime alimentaire semble avoir été large et opportuniste. Prédateur généraliste, il se nourrissait de poissons, oiseaux et mammifères, petits ou moyens, vivant dans les zones humides malgaches. Cette stratégie rappelle celle du crocodile du Nil moderne, exploitant presque toutes les ressources disponibles en milieux aquatiques et semi-aquatiques. Toutefois, les fossiles apportent un détail supplémentaire. Des traces de morsures ont été identifiées sur des os de Palaeopropithecus maximus, un type de lémur géant dépassant les 30 kilos. Ces indices montrent que Voay robustus embusquait aussi des vertébrés terrestres de plus grande taille lorsqu'il s'approchait de lacs et marais. À l'instar du Quankana, l'évolution a tenté avec Voay d'explorer la double spécialisation, avec des adaptations pour un style de vie moins dépendant de l'eau. Ces larges sinus paratympaniques, liés à la structure crânienne, ont été interprétés comme favorisant un mode de vie flexible entre eau et terre adjacente. Néanmoins, il est probable qu'ils restaient étroitement liés aux rives lors de la reproduction. Comme ses parents actuels, il aurait creusé ou construit des nids dans des zones sableuses proches de l'eau, permettant aux jeunes d'accéder rapidement à un refuge. Dans ce contexte, les projections crâniennes en forme de cornes pouvaient jouer un rôle important, que ce soit pour les démonstrations territoriales ou d'accouplement. Les fossiles de Voay robustus révèlent une répartition étonnamment large à Madagascar. Depuis les hauteurs de la montagne centrale, dans des sites comme Ampasamba-Zimba et Antsirab, jusqu'aux plaines du sud-ouest avec Amposa et les zones proches de Belo sur Tiribina. Même des grottes inondées, comme la grotte Vintani dans la forêt de Mikea, confirment sa capacité à habiter des régions semi-arides sous conditions minimales de viabilité. Peut-être grâce à cela, et contrairement à beaucoup de géants pléistocènes, Voay robustus a survécu à la fin de l'ère glaciaire et a coexisté avec l'homme pendant des millénaires. Sa disparition est beaucoup plus récente et liée à l'arrivée des colons austronésiens à Madagascar il y a environ 2000 ans. La chasse directe, la collecte des œufs et la modification progressive des habitats riverains ont réduit ces populations. Une histoire déjà observée avec l'aigle de Haast et répétée avec le crocodile cornu. Grand requin scie ou Hemipristis serra. Il serait impossible de parler de prédateurs marins sans mentionner une espèce de requin, si vorace qu'elle n'hésitait pas au cannibalisme si nécessaire. Cependant, ce qui distingue le plus le requin scie, ce sont ses dents acérées, conçues par la sélection naturelle pour empêcher toute proie d'échapper à sa morsure. Sa taille était telle que, pour l'imaginer, il suffirait d'aligner 3 adultes l'un derrière l'autre. Ce serait l'extension de son corps, environ 6 mètres de longueur, concentrée en force pure et vitesse létale sous l'eau. Sa masse corporelle oscillait entre un demi-tonne et presque une tonne, un volume lui offrant stabilité et puissance pour des manœuvres rapides lors de la capture des proies. Sa dentition était son signe distinctif.
Les dents supérieures, triangulaires et dentelées, étaient conçues pour couper la chair, tandis que les dents inférieures, plus étroites et incurvées, servaient de crochet maintenant fermement la victime. Cette disposition hétérodonte permettait d'immobiliser et de démembrer efficacement des proies de taille variée. Chaque dent était bien ancrée, avec des racines robustes capables de régénérer des pièces endommagées en quelques jours, garantissant que le requin soit toujours prêt à chasser. La combinaison de ses dents et de la force de sa mâchoire lui permettait de traverser la chair, le cartilage et même de petits os, empêchant toute proie de s'échapper de sa morsure. La stratégie de chasse de Hémipristis Serra reposait sur l'embuscade, utilisant son agilité et la puissance de sa queue pour un élan soudain. Le résultat était une approche silencieuse et une attaque d'une létalité quasi chirurgicale. Ces proies pouvaient être des poissons rapides jusqu'aux mammifères marins, jeunes ou affaiblis. Bien que ses dents fussent efficaces pour maintenir et couper la chair, il profitait aussi d'opportunités de charognage, se nourrissant d'animaux fraîchement morts ou de restes flottants en eau côtière. Des fossiles montrent des marques de morsures sur des vertébrés marins, confirmant qu'il exploitait toute ressource disponible, étendant ainsi son domaine dans l'écosystème. Le comportement social de cette espèce était majoritairement solitaire, semblable à son parent moderne, Hémipristis elongata. Il ne formait pas de banc et se déplaçait individuellement, bien que de petits regroupements temporaires aient pu se produire pendant la reproduction. Son indépendance favorisait une chasse plus efficace, évitant les concurrents directs dans son territoire. Cette autonomie lui permettait également de profiter des zones côtières riches en nourriture, des récifs peu profonds aux estuaires, s'adaptant à différentes conditions sans dépendre de groupes sociaux. Mais la fin de cette espèce est survenue avec les changements du Pléistocène tardif. Les fluctuations du niveau de la mer ont réduit la plateforme côtière jusqu'à 90%, fragmentant les habitats clés et limitant les zones de chasse et de refuge. S'y est ajoutée la concurrence avec des requins semi-modernes, notamment le tigre, qui ont déplacé certaines de ses proies et limité les niches disponibles. La combinaison de ces facteurs avec les variations de température et de courants marins, a rendu la survie du requin si insoutenable. Loup terrifiant ou Aenociondyrus. Les prédateurs terrestres géants du Pléistocène sont les plus proches des monstres mythologiques que nos ancêtres ont dû affronter pour survivre. Beaucoup de ces méga-prédateurs ont évolué pour devenir les leaders de la chaîne alimentaire de vastes biomes, soit grâce à leurs capacités individuelles, soit par leur nombre terrifiant. Dans ce dernier cas, on compte le terrifiant Aenociondyrus, le grand loup redoutable, dont la taille et la férocité constituaient le moindre souci de ses proies. Après tout, même les louveteaux ne chassaient pas seuls. Sa constitution trahissait immédiatement sa puissance. Plus large, plus massif et doté d'une tête proportionnellement plus grande que celle du loup moderne, le loup géant était conçu pour dominer par la force. Le crâne était solide et profond, et bien que le volume cérébral fût légèrement inférieur proportionnellement, la véritable différence résidait dans la dentition. Ses dents étaient plus grandes et plus résistantes, prêtes à supporter des pressions élevées pour déchirer la chair ou fracturer les os.
Dans un écosystème où chaque proie représentait un investissement énergétique considérable, une morsure capable de briser des hôtes faisait la différence entre se nourrir ou rester sur le côté. De plus, cela lui permettait également de se battre pour des sources de nourriture potentielles. Cependant, il n'était pas conçu pour courir sur de longues distances. Ses pattes, relativement plus fines par rapport à son torse robuste, suggèrent qu'il n'était pas optimisé pour de longues poursuites comme certains loups modernes. Sa stratégie semblait reposer davantage sur la coordination du groupe et l'abattage collectif d'animaux volumineux que sur l'endurance individuelle. En d'autres termes, c'était un prédateur d'impact, non d'usure. Son apparence externe différait également de l'image classique du loup nordique. Il ne possédait pas le pelage long et sombre associé au climat très froid. Les analyses génétiques indiquent que ces traits sont apparus plus tard, lorsque d'autres populations de loups en Amérique se sont mélangées à divers canidés. Le loup terrifiant échappa à cet échange évolutif. En fait, son lignage était plus proche des chacals et des chiens sauvages africains que du loup gris moderne. Il ne fut pas un ancêtre direct, mais une expérience évolutive parallèle ayant prospéré pendant des centaines de milliers d'années. En termes de taille, il atteignait près d'1 mètre au garrot et environ 1,75 mètres de longueur corporelle. Son poids tournait autour de 60 kilos. Il ne doublait pas le loup moderne en masse, mais sa constitution compacte et sa tête puissante lui donnaient une présence dominante. S'il se dressait sur ses pattes arrière, il pouvait dépasser la hauteur de tout équidé, une image qui aide à mesurer son imposante stature face aux proies qu'il affrontait. Ces proies n'étaient pas des moindres. Bisons, chameaux américains, paresseux terrestres et chevaux faisaient partie intégrante de son régime alimentaire. Les gisements fossiles, en particulier ceux riches en restes comme Rancho La Brea, montrent une fréquence élevée de dents fracturées. Ce détail est significatif. Comme indiqué, il s'agissait d'un prédateur qui rivalisait intensément pour les carcasses et n'hésitait pas à mordre les os pour exploiter jusqu'au dernier morceau. La charogne faisait également partie de son menu, révélant un comportement opportuniste dans des environnements où plusieurs superprédateurs coexistaient sur le même territoire. La vie en groupe était essentielle pour soutenir ce style de chasse, car il partageait l'espace avec des smilodons et d'autres grands carnivores du Pléistocène. Face à des rivaux capables d'abattre des proies géantes, la compétition était constante et n'épargnait aucune faiblesse. On suppose donc que la coopération constituait son avantage décisif en tant qu'espèce. Attaquer en groupe augmentait ses chances de succès et permettait de défendre le butin contre les intrus. Malgré ses adaptations, son déclin survint lorsque l'équilibre qui le favorisait commença à s'effondrer. Avec la fin de la dernière glaciation, de nombreuses grandes espèces herbivores disparurent ou réduisirent drastiquement leur population. Aenosiondyrus avait évolué pour consommer ce type de proie volumineuse et, en les perdant, sa spécialisation devint son plus grand désavantage. Les changements climatiques transformèrent des habitats entiers et l'expansion humaine ajouta une pression supplémentaire sur les ressources disponibles. En quelques milliers d'années, le prédateur ayant dominé de vastes régions du continent s'éteignit. Ours à face courte ou Arctodus simus. Il y eut des ours puissants avant et après l'âge de glace,
mais peut atteindre l'échelle de l'ours à face courte, surnommé l'ours bulldog. Arctodus simus n'était pas seulement grand, il était disproportionné par rapport à tout autre ursidé partageant son territoire. Dans les paysages ouverts de l'Amérique du Nord au Pléistocène, sa silhouette dressée pouvait être aperçue de loin comme une figure presque irréelle. Et souvent, sa simple apparition suffisait à dissuader les autres prédateurs de s'approcher d'une proie récemment abattue. Avec un poids compris entre 800 et 900 kg, un mâle adulte dépassait facilement le 1,5 m de hauteur sur ses 4 pattes. Toutefois, lorsqu'il se redressait, ce prédateur pouvait atteindre jusqu'à 4 mètres de longueur. Cela le plaçait bien au-dessus d'un ours brun moderne et en faisait une masse vivante, difficile à défier. Il était essentiellement 2 fois plus grand qu'un humain adulte et égal ou supérieur à un mastodonte de son époque. Contrairement à ce que sa taille pourrait suggérer, ses membres n'étaient pas épais et compacts comme ceux d'autres ours robustes. Ils étaient relativement longs, indiquant une adaptation à des déplacements efficaces dans les terrains ouverts. Néanmoins, cela ne le rendait pas maladroit. Ses proportions suggèrent qu'il pouvait parcourir de grandes distances avec moins de dépenses énergétiques que d'autres ursidés lourds. Le tronc était relativement court comparé à la longueur des membres, et son squelette, bien que résistant, n'était pas aussi massif qu'on pourrait s'y attendre pour un animal de près d'1 tonne. Le crâne accentuait son aspect singulier. Le museau était court et large, et le palais, haut et voûté, contribuait à un profil facial distinctif, presque écrasé comparé à d'autres ours. Cette configuration pouvait améliorer la mécanique de la morsure, en permettant une transmission efficace de la force à travers la mâchoire. Bien qu'associé à des habitudes omnivores, son appareil masticatoire était préparé à traiter la viande dure de la mégafaune. À l'appui de ce qui précède, il possédait de grandes dents, notamment la première molaire inférieure, optimisée pour couper les tissus fermes. Les surfaces d'usure indiquent qu'il n'était pas un broyeur habituel d'os durs comme les hyènes, mais pouvait gérer la viande, les tendons et les structures résistantes. Les molaires postérieures étaient moins complexes, suggérant un régime mixte incluant matière végétale et ressources animales plus tendres. Il ne dépendait pas exclusivement de la chasse active, mais n'était pas non plus un simple charognard. Les fossiles situent sa présence des régions froides de Béringie, dans l'actuel Alaska et le Yukon, jusqu'au nord du Mexique. Cette vaste étendue implique une remarquable capacité d'adaptation. Dans ces vastes territoires, il cohabitait avec bises devaient être relativement petites, en partie à cause des énormes besoins énergétiques nécessaires pour maintenir un corps de cette taille. Les grottes servaient probablement de refuge pour la naissance et l'éducation initiale, offrant protection contre d'autres prédateurs. Les mammifères disparurent en Amérique du Nord durant cette période. Le consensus actuel indique une combinaison de facteurs. Les changements climatiques ont modifié les habitats et réduit les populations de mégafaune. De ces ressources pouvaient s'avérer fatales. Lion des cavernes ou Panthera spelaea. Dans l'Eurasie glaciale du Pléistocène, il n'y avait pas que des mammouths et des rhinocéros laineux. Parmi eux, pas simplement une version ancienne du lion africain, mais une forme amplifiée. Il était en moyenne près d'1 tiers plus grand que les spécimens africains modernes. Il pouvait atteindre entre 1,50 m
et 2 mètres de hauteur, avec un poids d'environ 400 kilos. Il ne s'agissait pas seulement de la longueur corporelle, mais aussi de la masse et des proportions. Dans ces paysages tempérés, le bison européen aurait été l'une de ces proies récurrentes, non par facilité, mais par disponibilité au lion moderne, impliquant un certain degré de coordination et de chasse en groupe, surtout pour abattre de grandes proies. Agir en ensemble augmentait les chances de succès face à des animaux capables de blesser gravement un attaquant solitaire et réduisant la répartition des grandes proies. Paracoortensis. Les mégaprédateurs ne se limitaient pas aux mammifères hypercarnivores de grande taille. Il y eut aussi des reptiles terrestres très dangereux pour les herbivores. Un descendant des serpents géants préhistoriques de la famille des Matsoidae rampait sur les sols d'Australie pendant l'âge de glace. Wonambi naracoortensis. Les restes crâniens retrouvés, avec des mâchoires d'environ 16 cm de longueur, permettent d'estimer que l'animal dépassait les 5 mètres de longueur totale. Son poids tournait autour de 50 kilos. Ce n'était pas un serpent colossal comparé aux plus grands spécimens actuels, mais suffisamment grand pour avoir un avantage sur des proies de taille moyenne. Les limites du registre fossile empêchent d'obtenir un chiffre exact, mais tout indique un corps allongé, musclé et spécialisé dans la constriction. Contrairement à de nombreux serpents modernes capables d'ouvrir largement la bouche, Wonambi ne possédait pas de crâne macrostomatique. Cela signifie que les os du museau et de la mâchoire supérieure ne se déplaçaient pas autant que chez les pythons et boas actuels. Plutôt que de compter sur une ouverture extrême pour avaler des proies volumineuses, elle dépendait de sa force physique pour les maîtriser. Les vertèbres du tronc moyen présentent des épines neurales élevées, rappelant l'anaconda sud-américain. En pratique, son alimentation reposait sur la pression musculaire soutenue pour immobiliser et avaler ses victimes. Sa méthode de chasse était directe. Elle attaquait par surprise, mordait et retenait sa proie avec des dents conçues pour empêcher l'évasion dans les premières secondes critiques. Ensuite, elle s'enroulait progressivement autour du corps de l'animal jusqu'à l'immobiliser, commençant à écraser os et cartilage. Les experts estiment qu'en raison de la taille de sa mâchoire, son régime animal devait se limiter à des proies de la taille de sa tête. Malheureusement, aucun contenu intestinal fossile n'a été retrouvé pour confirmer son régime exact. Cependant, sa robustesse et sa capacité de constriction faisaient d'elle une menace réelle pour tout vertébré fréquentant les abords de l'eau, comme des marsupiaux de taille moyenne et les jeunes de grandes espèces de mégafaune. De plus, son oreille interne et la structure vertébrale suggèrent un mode de vie principalement terrestre, avec une tendance semi-aquatique possible. Les similitudes avec les anacondas indiquent qu'elles pouvaient exploiter les zones riveraines pour se cacher et lancer des attaques depuis des positions sûres. Comme d'autres serpents de ce type, son comportement devait être solitaire, probablement plus actif la nuit ou aux heures les plus fraîches. L'interprétation de ces fossiles ne montre pas de traits associés à l'excavation spécialisée ni à des adaptations marines marquées. En résumé, elle était une chasseuse terrestre opportuniste, adaptée aux écosystèmes du sud de l'Australie, alternant périodes humides et phases de sécheresse croissante. Cette flexibilité constituait sa principale avantage en tant que prédateur. Sa discrétion
où son apparence peu attractive la rendait presque invisible aux autres carnivores. Les gisements des grottes de Naracoorte révèlent qu'elle partageait son territoire avec le lion marsupial Thylacoleo carnifex et le grand varan Megalania. Cependant, aucune preuve directe d'affrontement n'existe, mais la cohabitation géographique suggère qu'ils ont dû rivaliser pour les mêmes ressources. Quelle que soit sa position en tant que prédateur, le climat finit par pencher la balance. Il y a environ 70 000 ans, le sud de l'Australie subit une aridification progressive. Les zones humides et cours d'eau commencèrent à se réduire, affectant directement les habitats où cette serpente trouvait refuge et occasion d'embuscade. Bien qu'elle ait peut-être survécu plus longtemps que d'autres matsoïdes du Nord, probablement grâce à une certaine tolérance aux environnements semi-aquatiques, les cycles de sécheresse s'intensifièrent avant la fin de l'âge de glace, rendant sa survie insoutenable. Tigre à dents de sabre ou smilodon. Enfin, si un prédateur est devenu le symbole visuel de l'âge de glace en Amérique, c'est bien Smilodon. Ce nom regroupe 3 espèces distinctes, Gracilis, Fatalis et Populatum, que la culture populaire les assimile souvent aux tigres en raison de la forme de leur croc. Elles n'étaient pas directement liées. Elles appartenaient aux Machaerodontinae, une lignée de félins spécialisés complètement disparus, sans équivalent vivant. Son corps n'était ni élancé ni aérodynamique comme celui d'un guépard moderne. Plus que des sprinteurs, ces animaux étaient de véritables machines de force concentrée. Ils présentaient un tronc court, une cage thoracique large, commun aux 3 espèces, mais une progression claire de taille existait. Au sommet. Cependant, cette stratégie imposait des contraintes. Pour permettre une telle ouverture, la musculature de fermeture de la mâchoire ne pouvait exercer la même pression que chez les lions ou tigres modernes. Smilodon ne dépendait pas autant de la force de la morsure susceptible de se fracturer si l'impact n'était pas bien calculé ou si la proie se débattait violemment. Une fracture compromettait sérieusement sa capacité de chasse. Quant à son organisation sociale, le débat reste ouvert, laissant son comportement collectif incertain. Ce qui est certain, c'est sa dépendance à la chasse de la mégafaune américaine. Bisons, camélidés robustes et proboscidiens constituaient sa diète essentielle. C'est alors que le dégel et l'arrivée de l'homme mirent sa survie sous pression. Smilodon illustra une stratégie évolutive centrée sur la force, le contrôle et la précision chirurgicale. Mais lorsque le contexte écologique changea, son design perdit son avantage, entraînant la disparition de l'un des carnivores les plus emblématiques de l'Amérique pléistocène.